Destination Sénégal, et plus précisément au chapitre politique, pour comprendre l'affaire Sonko-Macky Sall. Ousmane Sonko, vous l'avez suivi ces derniers jours, a été la source des nombreuses manifestations qui se sont soldées par des structures françaises saccagées, nombreuses structures saccagées au Sénégal. Mais qu'est-ce qui explique le phénomène? Eh bien, Ousmane Sonko a perdu son immunité à l'issue d'une affaire de viol et de troubles à l'ordre public. Hier, on l'a appris, il a été libéré, mais sous contrôle judiciaire. Dans ce numéro de Convainc-moi, nous tenterons de nous convaincre d'abord sur les faits et sur l'avenir politique de Ousmane Sonko au Sénégal. L'exercice sera fait ce matin avec Morgan Metonji Assoba, qu'on ne présente plus. Eh bien, il est spécialiste des questions internationales. Il nous aide à mieux comprendre l'actualité au-delà des frontières du Bénin. Et cet exercice, ce n'est pas le premier exercice qu'il fait avec nous. Et ce ne sera non plus le dernier. Morgan, bonjour. Bonjour, monsieur. Et merci d'avoir accepté notre sollicitation. Merci pour votre disponibilité. D'ailleurs, cela vous aurait valu des émoluments, mais vous le faites vaillamment bien avec nous, sans rien exiger. C'est ici le lieu de vous le reconnaître. Alors, ce matin, nous serons au Sénégal pour comprendre ce qui oppose le jeune opposant, le jeune élu du peuple, Ousmane Sonko, à son chef d'État, Macky Sall. Que retenir de l'affaire? Que comprendre de cette affaire? Alors, c'est une affaire, disons, judiciaire. Il faut déjà commencer par retenir que l'opposition n'est pas aussi directe comme s'ils étaient en train d'aller à une élection. Parce que lorsque vous présentez l'affaire comme Ousmane Sonko, Macky Sall, on dirait une affiche des élections. Mais pour aller dans le vif du sujet, je vous dirais simplement qu'il faut retenir ici qu'on est en train de voir être mis en exergue une densité politique disons, dans la même sphère, ou le même sphère que une histoire judiciaire. Et il y a une sorte de confusion entre la situation judiciaire et l'envergure politique qui aujourd'hui existe au Sénégal. C'est cette envergure, au fait, qui ouvre des brèches, je dirais, d'hypothèses d'opposition. Exactement. Et là, vous êtes alors techniquement en face d'un cas de viol, une plainte qui a été portée pour viol, et vous avez assisté à ce qu'on appelle une levée d'immunité parlementaire. Parce que les cas de viol, on ne dira pas que c'est ça. On pourrait même dire une levée express. Oui. Les cas de viol, c'est pas ça qui forcément manque au Sénégal. Mais et pas seulement au Sénégal, dans le reste du monde. Mais le fait qu'on ait comme acteur, et c'est vrai que ces cas ne sont pas légitimés non plus. En effet, les tests punissent. Mais la célérité du constat, juste à la procédure de levée d'immunité, c'est au fait ça qui interpelle. Oui, cela ne devrait pas, sur le plan disons, des tests et du fonctionnement de la justice interpellée. Parce que toute personne appelée à servir le peuple à un certain niveau qui serait inculpé, ou du moins accusé, pas inculpé, accusé d'un crime qui est puni par les tests qui sont, au fait, quand ces tests-là sont votés à l'Assemblée nationale, si on se retrouve à avoir un parlementaire accusé, c'est tout à fait logique que les membres de l'Assemblée nationale, dans une perspective de montrer leur bonne foi vis-à-vis de ce pouvoir judiciaire, puissent lever l'immunité du concerné pour favoriser la poursuite des enquêtes judiciaires. Donc, sur le plan du fonctionnement d'une société et des institutions, il n'y a aucun problème qui se pose. La problématique, et il faut préciser cela, l'immunité n'a pas été levée pour livrer entièrement le député, mais l'immunité a été levée pour cette question spécifique, afin qu'il puisse répondre aux questions de la justice pour apporter des clarifications. Ce qui ouvre les vannes à toute possibilité maintenant. Non, pas à toutes les possibilités, parce qu'on ne saurait poursuivre
Ousmane Sonko pour d'autres supposés crimes. Si, par exemple, vous avez l'accusation de trouble à l'ordre public, l'immunité n'est pas levée pour qu'on puisse poursuivre le député ou du moins qu'on puisse mener des enquêtes pour trouble à l'ordre public. L'immunité a été levée spécialement pour cette accusation de viol dont il est question. Donc, le député continue de bénéficier de son immunité parlementaire pour tout autre type d'accusation qui pourrait ou qui devront nécessiter une nouvelle levée d'immunité parlementaire. Mais lorsque vous prenez le cas spécifique dont il est question, il y a des subtilités. Et le fait que les manifestants sortent des maisons, entrent dans les rues pour essayer de s'opposer à une éventuelle arrestation d'Ousmane Sonko, il y a deux questions qui peuvent illustrer cela. Il y a le fait que nous sommes dans un pays aujourd'hui en prélude des élections de 2024 où il n'y a plus forcément de challenger autre que M. Sonko qui se présente comme étant opposant direct, puisque Idrissa Seck, qui était deuxième à l'élection présidentielle passée, a rejoint dans une certaine mesure le camp. Pas dans une certaine mesure. Vous savez, pourquoi on parle de certaines mesures? Parce que vous savez, les politiciens, les hommes politiques, dans le feu de l'action... Non, mais il peut changer de veste plus tard. Exactement. Mais tout compte fait, à ce jour... À l'heure où nous sommes en train de parler... Il reste mouvancier. Il reste mouvancier. Alors. Donc, ce qui laisse uniquement la place de l'autre côté à Sonko M. Sonko, qui reste l'une des seules figures de proue à résister à ce gouvernement maquis. Donc, c'est cela qui explique d'une certaine façon la sortie des populations pour manifester. Et encore, lorsqu'on observe, on se rend compte que la population qui sort est composée massivement de jeunes. Et surtout de jeunes. Ces jeunes-là semblent être vraiment déterminés et sont sous le coup d'un ensemble de frustrations sociales, c'est-à-dire chômage, difficultés économiques. Il y a un terreau fertile qui était déjà là et qui existe, et le fait qu'on puisse penser à une certaine arrestation de celui qui semble être la seule figure de proue et d'opposition est quelque chose qui a certainement allumé l'étincelle. Et heureusement aujourd'hui que le gouvernement a libéré M. Sonko, parce qu'ils ont certainement compris que s'il faut évoluer dans cette logique, eh bien, la tension va déborder et va amener à d'autres choses qui ne sont pas forcément prêts à gérer. Alors, avant de poursuivre, cette question n'est pas pour attiser la polémique, mais du personnage Sonko. Y a-t-il eu des faits par le passé qui attestent ou qui confirment la thèse de viol? Y a-t-il eu de ces comportements par le passé ou de quel type de personnage y a-t-il Ousmane Sonko? Alors, c'est là où plusieurs trouvent quand même une source pour rester dans la position selon laquelle ceci pourrait être un complot. Parce que qu'on le veuille ou pas, il a grandi au Sénégal. En effet. Et on pourrait recouper des faits. Dans un passé récent ou lointain. Voilà, pour définir le personnage Sonko. On n'arrive pas à trouver des éléments qui montrent qu'il serait de cette nature. Parce que l'opposant Sonko est quelqu'un il est marié, il n'a pas une femme, il a plusieurs femmes. Et lorsque vous regardez son passé, du moins ce qui est porté comme information, que ce soit lointain ou récent, il n'y a pas des éléments qui montrent qu'il a cette tendance-là à pouvoir, du moins à vouloir abuser des personnes. Et lorsque vous essayez aussi d'écouter ce qui se passe réellement dans cette affaire, il y a beaucoup d'incohérences sur certains faits, mais nous laissons la justice continuer son enquête pour nous apporter des faits palpants de la supposée cohérence qui puisse exister. L'une des incohérences est par rapport aux instructions données par la chef de ce salon qui s'occupe de massage, dont Sonko est un client assez intéressant, selon les faits, qui demandait à la nommée Adji Sarr de bien vouloir se préparer que Sonko allait passer
au salon de massage. Mais lorsqu'on demande, selon les informations qui nous sont parvenues, lorsqu'on a posé la question à la dame, du moins à mademoiselle Sarr, de bien vouloir présenter ce message, il semblerait qu'elle ne soit pas en mesure de présenter ce message qu'elle a reçu ou qu'elle ait estimé avoir supprimé ce message. Et de l'autre côté, vous avez des rapports, aussi bien de la gendarmerie ou de la police, qui ont quelques manques de concordance selon les propos de l'une des parlementaires, une certaine Mama, qui a bien dit, Mama Diarra, qui a bien dit qu'il y a beaucoup d'incohérences qui ne tiennent pas, que ce soit le rapport de la gendarmerie ou celui de la police. Et lorsque vous voyez tous ces éléments, il y a deux possibilités, ou bien deux questions qu'on vient à se poser. Est-ce réellement un complot du gouvernement, ou nous sommes là face à une situation sociale qui est en train de mal tourner et qui a simplement une récupération politique? Est-ce un complot du gouvernement? Il semble y avoir assez de ratés pour appuyer forcément la thèse du complot. Parce que vous savez, lorsqu'un gouvernement décide d'orchestrer quelque chose, nous estimons que le gouvernement a suffisamment d'éléments pour faire en sorte que ne serait-ce que la cohérence des tests soit respectée dans sa stratégie. Mais de l'autre côté, est-ce qu'il n'y a pas récupération politique? Il y a quand même des éléments qui montrent qu'il y a cette envie-là de vouloir mettre hors d'état, on ne va pas dire de nuit, mais hors d'état de compétition, parce qu'une fois que le casier judiciaire de l'opposant Sonko, comme cela s'est passé avec d'autres opposants au Sénégal, sera sali, il aura des difficultés à se présenter comme candidat pour les élections. Et pas seulement au Sénégal, on se rappelle il y a quelques années du cas DSK Dominique Strauss-Kahn, on se rappelle l'autre Premier ministre de Nicolas Sarkozy aussi, qui aurait pu avoir une carrière flamboyante. Il a fallu cette affaire de corruption qui a impliqué sa femme et ses enfants et tout. Quand on se réfère à tous ces faits dans le giron politique de ces différents États, on se dit, et aussi quand on en ajoute les cas d'incohérence relevés, on se pose la question de savoir si les hypothèses d'acharnement, d'élimination, pas physique, d'élimination d'un cadre politique qui pourrait peut-être faire obstacle à un nouveau mandat du président en exercice ne serait pas quand même à prendre en considération, pas à confirmer, mais ces hypothèses ne seraient-elles pas à prendre en considération tout de même? Vous savez, il y a quelque chose qui doit être clair lorsqu'on observe le fonctionnement de nos systèmes politiques jusqu'aujourd'hui, c'est que ce genre de comportement doit être considéré comme de bonne guerre. De bonne guerre, pourquoi? Parce que on estime dans les conditions de capacité à être candidat qu'il faille avoir une certaine probité. Donc, lorsque vous vous retrouvez dans un système où vous avez des ambitions politiques, vous prenez suffisamment de mesures pour que cette idée de probité du candidat soit quand même existante. Et maintenant, lorsque vous regardez maintenant l'aspect politique, comme j'ai dit au départ, même aux États-Unis, on a vu le candidat Trump à l'époque montrer comment le candidat Joe Biden avait une famille qui ne tenait pas, surtout en parlant de son fils, qui serait peut-être impliqué dans des situations de drogue, de corruption. Il en a fait aussi à l'avant-veille du second mandat d'Obama. Exactement. Donc, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, on pourrait les comprendre. L'incapacité souvent des autres acteurs politiques à pouvoir mener, s'outiller pour ces guerres, est-ce qui pourrait être assez déplorable? Mais lorsque vous regardez le cas Sonko, vous vous rendez compte que, oui, le cas Sonko est fait d'hommes aussi bien d'avocats ou de partisans politiques qui s'y sont préparés dans une certaine mesure et qui ont
poser des actes, mener des actions qui visent à retorquer, à s'imprégner de cette guerre et à la gagner dans une certaine mesure. Et la gagner dans le sens où aujourd'hui nous avons quand même une libération de l'opposant Sonko, et même s'il est sous contrôle judiciaire, ce qui signifie qu'il devra répondre de la suite de l'enquête. Il reste quand même à savoir qu'il y a une victoire qui peut être célébrée par le camp Sonko. En attendant on ne le souhaite pas, à Ousmane Sonko, je dirais le destin d'un Fillon, le destin d'un Villepin, le destin d'un DSK. On ne le souhaite pas. Mais quels sont les arguments qui militent en faveur de Ousmane Sonko? Qu'est-ce qui peut amener Ousmane Sonko à faire peur au régime en place? Ousmane Sonko, c'est d'abord un candidat qui, lors de la dernière élection présidentielle, n'était pas forcément attendu à ce niveau. Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui a eu à travailler avec le gouvernement de Macky Sall et qui a quitté le gouvernement parce qu'il dénonçait des faits qui semblaient ne pas aller dans le sens de la ligne directive du camp Macky Sall. Et ensuite, Ousmane Sonko, c'est un député qui met, du moins en difficulté régulièrement, lors des plénières où le gouvernement doit répondre de sa gestion, il met en difficulté, que ce soit sur les affaires concernant les budgets, que ce soit sur les affaires concernant des scandales, que ce soit sur les affaires concernant toutes sortes de gestion. Il fait partie de ces leaders d'opposition et de ces parlementaires qui réellement amènent le gouvernement à être minutieux dans son système de reddition des comptes. Donc, lorsque vous avez quelqu'un comme ça en face de vous, naturellement, vous vous méfiez de lui. C'est un opposant actif. Exactement. C'est un opposant actif qui a une base parlementaire aussi active et qui ne fait que grandir, que ce soit dans sa popularité avec la population ou que ce soit dans son influence au sein de l'hémicycle en question. Donc, il a tout ce qu'il faut pour mettre le gouvernement, pour donner de la matière à réfléchir au gouvernement Macky Sall qui, naturellement, devrait être en train de penser à comment être maintenu dans le système et dirigé. Est-ce qu'il aurait pu être des frasques de Ousmane Sonko qui auraient peut-être pu permettre au régime en place de le contenir, s'en va maintenant devenir, je dirais, un boulevard, ça va devenir un facteur favorable qui célèbre, je dirais, la côte et qui élève la côte de Ousmane Sonko, qui, comme je me suis permis de le dire dans l'intitulé de ce débat, devient une icône malgré lui. Il n'en était pas moins, mais cela s'est corsé, cela s'est renforcé, cela s'est prononcé. En effet, et ceci est un événement, une situation qui donne ce que les anglophones appellent du momentum à M. Sonko, c'est-à-dire il lui apporte un plus dans même sa démarche. On pourrait considérer, si jamais il s'avérait à la fin du contrôle judiciaire qu'il est totalement et entièrement innocent et disculpé, on pourrait alors assister à une campagne gratuite. Déjà pour les élections de 2014 qui sont encore très loin quand même. Oui, donc c'est ça la chose. Mais s'il y a quelque chose qui devrait attirer notre attention aussi, qu'il ne faut pas négliger, c'est le cas de viol dont il est question. C'est prendre la perspective dans laquelle, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'on se retrouve réellement face à un cas de viol? Quels sont les éléments qui peuvent laisser croire qu'il y a eu viol? Parce qu'il y a quand même des tests, que ce soit sur le plan de la médecine, qui pourraient permettre de savoir si, il y a eu un cas de viol ou non? Exactement, ou non. Il y a suffisamment de méthodologie. Alors, donc, il ne faudrait pas là, on se retrouve dans un cas où on semble avoir la montée politique prendre le pas sur la situation criminelle sociale. Une fois qu'on aurait réglé, et c'est ce qui est très important, qu'il faille qu'on fasse la séparation des deux cas, qu'on traite ce qui est politique dans le cadre de la politique, mais qu'on traite ce qui est criminel dans le cadre du crime, et qu'on ne fasse pas un couplage des deux éléments, parce que ici, on est en train d'assister à un couplage des deux éléments, et cela est de la faute, premièrement, des hommes politiques,
qui sont très souvent dans une tentative de récupération politique, et aussi des hommes de droit qui n'arrivent pas très souvent à faire la part des choses lorsqu'ils sont saisis pour ce genre de situation. Morgane, mais quand on se réfère à l'attachement du peuple sénégalais, à l'attachement du peuple sénégalais à la religion, à l'attachement du peuple sénégalais à l'hospitalité, à la paix, comme dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, et que l'on sait qu'il y a seulement quelques jours, le chef de l'État a suivi ou a reçu, je dirais, une plaidoirie, une doléance des chefs, des têtes couronnées, des sages, qui se sont mobilisés pour plaider le cas de Ousmane Sonko. Vous l'avez sûrement suivi. Je me dis que Ousmane Sonko n'est peut-être pas un ange, mais s'il a pu convaincre une aussi forte délégation qui plaide pour la paix, qui plaide non pas pour sa libération tout de go, mais quand même qui plaide pour cette entente entre le chef de l'État, ou peut-être pour la clémence du chef de l'État, c'est dire que Ousmane Sonko a eu le temps de convaincre par ses faits, par son travail, par son charisme. Voyez-vous? Alors, face à cette situation de libération, face à cette, je dirais, colère, face à cette... face à ce mécontentement des jeunes, des populations, des citoyens sénégalais, que peut faire le président Macky Sall dans ce cas? Pourra-t-il intervenir, gracier ou modifier le cours de l'histoire, modifier le cours du processus? Oui, il faut dire que le président Macky Sall fait déjà, dans une certaine mesure, ce qui doit être fait. Déjà la libération qui apaise... C'est pas lui qui a libéré. Oui, mais on va dire qu'il a quand même été favorable. C'est vrai que son appel a été son appel a été favorable à cette libération, à cette paix. Il a rassuré les manifestants. Voilà. Et il faut dire aussi que l'intervention des leaders religieux est quelque chose spécial par rapport à la communauté sénégalaise. Les leaders religieux ont toujours intervenu à chaque fois qu'il y a semblé avoir un crispage. Et une place de choix. Exactement. Quand on connaît la société sénégalaise. Exactement. Et il faut dire que le président Macky Sall a forcément écouté l'appel de ces leaders. Et vous avez souligné un aspect très important qui est celui de la séparation des pouvoirs, en disant que le président Macky Sall n'est pas forcément celui qui a libéré M. Sonko. Effectivement, il y a cet aspect qui existe, mais dans cette requête qui a été adressée, exactement, il y a cette prérogative. Et là, est-ce que si d'aventure la justice venait à inculper l'opposant Sonko, est-ce que le président Macky Sall pourrait se permettre de le gracier ou de faire une amnistie? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que là, il faudrait poser la question au président Macky Sall lui-même. S'il le ferait, cela ajouterait aussi à sa côte. Oui, et cela participerait aussi à renforcer l'objectif la cohésion des leaders. Des leaders dans cette dynamique très souvent, et sur la base de ce que nous avons observé jusqu'à présent, ce n'est pas forcément une question d'arranger sa côte, ce n'est pas forcément une question de paraître aimé par son peuple. Ils sont souvent ça dans compte une... pour le politique, Morgane, vous le savez. Oui. Ça compte, même s'ils ne le disent pas. Oui, ça compte, mais ce n'est pas forcément une priorité. Vous savez, les décisions politiques, lorsqu'on les voit, sont beaucoup plus stratégiques. Stratégique dans le sens, et parfois pas dans le sens de ce que le peuple souhaiterait, stratégique dans le sens de comment est-ce qu'il faut faire... Le politique africain. Oui, le politique africain. Ne raisonne pas aussi scientifiquement comme vous le faites. Oh, mais, en fait, le problème, c'est qu'il raisonne même dans le sens de comment faire pour rester beaucoup plus au pouvoir que de comment faire pour satisfaire le peuple. Nous avons des hommes politiques en Afrique qui restent au pouvoir malgré la volonté du peuple. Mais ce n'est pas seulement en Afrique. Mais lorsqu'on revient en Afrique, ce calcul dont vous êtes en train de parler, hausser sa cote de popularité, voire être plus aimé par sa population, plutôt que de prendre des décisions pour son intérêt, de pouvoir rester au pouvoir, est quelque chose qui est très rare,
qui est très rare, mais qui est encouragé, parce que les dirigeants sont censés être au pouvoir et faire ce qu'ils doivent faire pour permettre au peuple de pouvoir profiter et d'amorcer son développement comme convenu. Abordons maintenant l'autre volet de ce dossier Ousmane Sonko. En attendant la suite du dossier, on l'a constaté à travers la bouderie, la fâcherie, la colère exprimée du peuple sénégalais, on l'a constaté, la France en a fait les frais. Plusieurs surfaces ont été saccagées, plusieurs supermarchés que je me garde ici de citer pour ne pas en ajouter à leur côte, puisque ont été saccagés. Et là, après les décès, les cas de blessés, de décès, c'est peut-être ce qui est à déplorer. Parce que dans ces surfaces, dans ces structures, dans ces supermarchés, ce sont des Sénégalais, des jeunes Sénégalais qui travaillaient. Et ces jeunes Sénégalais sont désormais à la maison. Peut-être pour quelques semaines, pour quelques mois, ou peut-être pour quelques années. Au cas où ces structures, ces surfaces, ces boutiques et autres, ces promoteurs se décideraient de plier ou de replier, alors là, ce sera encore en ajouter au chômage, qui n'est pas des moindres au Sénégal. Votre lecture, Morgane? La lecture doit se faire sur le plan économique et sur le plan social. Sur le plan économique, c'est un problème considérable par rapport, pas non seulement par rapport au chômage qui va exister, mais par rapport aussi aux différents impôts et taxes qui sont payés par ces structures. Parce que si la structure ne fonctionne pas, elle ne peut pas payer d'impôts et l'État ne peut pas prélever des taxes. Donc on ne va pas nier l'apport économique entre griffes de ces structures. Mais lorsque vous regardez, vous faites une lecture sur le plan social, vous allez constater que même au Niger, lorsqu'il y a eu quelques troubles par rapport aux élections, les citoyens s'en ont pris aux icônes, à tout ce qui pouvait être symbole français. Au Mali... Le correspondant de la Radio France Internationale en a fait les frais. Au Mali, c'est pareil. Il y a ce sentiment qui est de plus en plus grandissant, qu'on ne peut pas nier, et qui vient par rapport aux différentes révélations auxquelles on assiste, qui montrent les différentes sortes de contrats qu'il y a eu entre la France et ces pays-là qui faisaient partie de l'AOF, et aussi de combien est-ce que, selon certaines informations, la France aurait pu exploiter, entre griffes, les ressources de ces pays-là, sans pour autant permettre à ces pays-là d'en jouir. Et donc, ces informations, ces nouvelles découvertes et cette nouvelle dynamique qui s'installe dans les pays, dans ces pays que nous citons, y compris Dakar, font que tout de suite, lorsque les populations se trouvent dans une situation de frustration et veulent exprimer leur mécontentement de façon consciente ou inconsciente, s'attaquent tout de suite à tout ce qui est symbole français. Et c'est quelque chose que la France devrait de plus en plus prendre au sérieux et trouver une solution afin de permettre à ces pays-là et à ces populations de comprendre ces intentions. Parce qu'il y a une sorte de difficulté de compréhension basée sur des faits antérieurs qui semblent être assez plus ou moins vérifiés. C'est important que cette nation prenne la mesure des choses et commence à anticiper sur cette, je dirais, cette frustration séculaire. Parce qu'il faut le dire, si la jeunesse sénégalaise, que vous savez, émancipée, à forte dominante instruite, eh bien, on arrive à saccager, c'est quand même une jeunesse consciente, on arrive à saccager des structures aussi importantes qui emploient des dizaines, des centaines ou peut-être des milliers de Sénégalais. Alors il y a de véritables questions à se poser. En effet. Le fait n'est pas à encourager. Et on n'a même pas le droit de les disculper. Ça, parce que c'est, qu'on le veuille ou pas, ce sont de mauvais actes. Ce sont de mauvais actes. Mais après, il faille comprendre aussi qu'il y a là une frustration. En effet. Pas une frustration seulement liée, vous l'avez bien dit, pas une frustration relative au cas Sonko. Mais beaucoup d'autres arguments ont milité dans ce sens. En effet. Alors, ils n'ont pas à le faire, ils l'ont fait. Maintenant, que faire? Vous l'avez dit, la France doit y réfléchir. En effet.
En effet. Parce que dans cet État, au Sénégal, il n'y a pas que la France qui y investit. Pas du tout. Il y a la Chine et beaucoup d'autres nations. Mais nations. pourquoi n'ont-ils pas saccagé les autres surfaces, Symboles, oui. les autres symboles? Pourquoi n'ont-ils pas attaqué les ambassades et autres? Alors, donc il y a une question à se poser. Qu'a fait la France? Oui, et c'est ça. Qu'a fait la France? C'est l'histoire. Pour mériter cet affront. C'est l'histoire. C'est l'histoire qui nous le dit, c'est l'histoire qui nous l'enseigne, c'est l'histoire qui semble. Et c'est pas une histoire qu'on nous enseigne forcément à l'école. Mais c'est cette histoire. Et vous n'allez pas oublier que Cheikh Anta Diop est un Sénégalais et qu'il a apporté des clarifications sur, dans ses ouvrages. Il a eu à entrer en confrontation. Qui n'est pas l'écrivain le plus applaudi, de l'Occident. l'autre. En effet. Et vous voyez, ça prouve... Parce que son courage et sa plume perturbent. Énormément. Il en a fait les frais. Il en a fait pour les évoluer. frais. Il a remis sur le tapis toute la conception qu'on a pu avoir de l'histoire du monde. Et ça, c'est pas pour les intérêts de l'Occident. Donc, vous voyez, Cheikh Anta Diop est sénégalais. Donc, même si le Sénégal a de très bonnes relations avec la France en matière de coopération, parce que les intérêts français, les structures françaises sont assez représentées au Sénégal, il reste et demeure quand même le pays de Cheikh Anta Diop où les révélations de l'histoire font qu'il y a cette sensation, ce sentiment vis-à-vis de la France. Maintenant, au-delà du Sénégal, à cette jeunesse africaine, parce qu'on constate que cette violence est partagée d'une frontière à une autre, que ce soit de la partie ouest à l'est, que ce soit au Maghreb. Quel appel à la jeunesse africaine? Quel appel à la non-violence, je veux dire? Alors, la non-violence... Parce que je pense que ce ne doit pas être le seul moyen pour exprimer sa frustration. Naturellement. Et il faudrait qu'on puisse appeler la jeunesse dont nous faisons partie à trouver une autre façon d'exprimer sa frustration. Encore qu'on n'est plus à l'époque où il faille forcément exprimer sa frustration, puisque la frustration, elle est là, on la vit, mais il s'agit aujourd'hui de trouver le moyen de prendre conscience de notre part de responsabilité et d'assumer les conséquences, de développer une stratégie qui permet d'avoir un système de développement pour les Africains et de ne pas calquer forcément notre système de développement sur le modèle occidental. Et une fois qu'on va commencer par prendre conscience de ces éléments, par dessiner le modèle de développement africain, prendre des initiatives qui tiennent compte de la contextualisation, je pense que l'orientation de notre énergie dans ce sens ne va même pas nous donner le temps de pouvoir entamer des violences. Mais il s'agit ici de trouver des aptitudes à adopter qui seront des aptitudes fermes. Fermes dans le sens où il faudra mettre fin d'une façon ou d'une autre à ces contrats, ces deals, ces accords de partenariat qui ne sont pas forcément dans l'intérêt durable des sociétés africaines et permettre à la jeunesse de pouvoir profiter réellement de ce qui reste aujourd'hui en Afrique, non seulement comme ressources humaines, mais surtout comme ressources naturelles et toute autre chose. Merci franchement à vous, Morgane, pour cette lecture. Vous nous avez permis de mieux appréhender les ennuis de Ousmane Sonko et bien évidemment les liens, ces liens avec le pouvoir. Merci à vous et on en appelle, comme vous l'avez si bien fait, à une jeunesse, à une révolution, je dirais, intellectuelle et non violente. Bien évidemment, on peut manifester, on peut ne pas partager les positions du gouvernement, on peut pas partager les positions des institutions de Bretton ou des autres, mais on peut aussi se refuser de saccager. En effet. Oui, parce qu'on a vu depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, Kémy Séba qui dénonce des tares et des tares. Mais il n'en a pas saccagé encore. On n'a pas vu Kémy Séba saccager des boutiques dans un État. En effet. Ah non. En effet. Mais il est vitriol, il est acerbe, il est intellectuel, il est scientifique.
En d'autres termes, adopter un comportement constructif plutôt que destructif. C'est aussi cela. Merci franchement à vous, C'est Morgane. un plaisir. On va poursuivre la réflexion et on reviendra à décortiquer l'actualité au-delà du Bénin dans un autre état très très bientôt. Merci pour votre disponibilité. Je vous en prie. Et bonne suite de semaine de travail.